Philippines. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La police tient donc un suspect dans l'affaire de la disparition de Philippine. Le corps de cette étudiante de 19 ans avait été retrouvé partiellement enseveli samedi dans le bois de Boulogne, près de Paris. Son meurtrier présumé a été interpellé en fin d'après-midi, hier, en gare de Genève. Bonjour William Molinier. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Vous nous avez révélé son interpellation en exclusivité sur Europe 1 hier soir. Le suspect a été arrêté au terme d'une traque minutieuse. Oui, un important recoupement de données téléphoniques et de vidéosurveillance a été réalisé. Tout cela recoupé par les fichiers de police avec comme point de départ le bois de Boulogne, lieu du crime, puis Montreuil en Seine-Saint-Denis puisque c'est là qu'il a utilisé la carte bancaire de la victime après sa mort. Les enquêteurs tentent de géolocaliser son téléphone mais il l'a éteint. Il ne le rallumera qu'une fois passé la frontière en Suisse. La police locale est averti, ce qui conduit à son interpellation. William, son profil et son passé judiciaire provoquent déjà la colère d'une partie de la classe politique, ça on va en reparler, mais est-ce que vous pouvez nous dresser son portrait robot ? Oui, il s'appelle Taha Walida, il a 22 ans, il est de nationalité marocaine, il est entré en 2019 en France via l'Espagne avec un passeport marocain. Il est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du Val d'Oise, mais très rapidement il va commettre un viol à Taverny sur une jeune femme qu'il suit dans un bois. Il est condamné à 7 ans de prison, il en fera un peu moins de 5. Il est libéré le 20 juin dernier avec une OQTF et une interdiction de revenir sur le territoire pendant 10 ans avant d'être placé dans le centre de rétention administrative de Metz en vue de son expulsion, sauf qu'il ne sera jamais expulsé. Il sort le 3 septembre dernier, assigné à la résidence dans Lyon avec obligation de pointage. Il n'a jamais rejoint cet hôtel où il était censé être hébergé. Les gendarmes l'inscrivent au fichier des personnes recherchées jeudi dernier. On est la veille du meurtre de Philippine. William Molinier en direct ce matin sur Europe 1 du service enquête. William, on vous retrouve dans le journal de 7h30. Cette affaire provoque une grosse colère à droite, je vous le disais. Jordan Bardella pour le Rassemblement National dénonce la totale impunité d'un clandestin sous OQTF. Marion Maréchal, de son côté, accuse l'État d'avoir livré Philippine à un prédateur importé. Le profil, comme le parcours du meurtrier présumé, pourrait bien revenir comme un boomerang dans les mains du ministre de la Justice. Didier Migaud en désaccord et pas sur la même ligne que le ministre de l'Intérieur qui reproche à la justice de manquer de sévérité. Quelques heures avant l'interpellation du meurtrier présumé de Philippine, le garde des Sceaux effectuait son premier déplacement officiel à la prison de la Santé à Paris. À l'arrivée, cette phrase qui risque bien de faire polémique, le laxisme judiciaire qui n'existe pas selon Didier Migaud. Il faut de l'autorité, il faut de la fermeté, il faut bien évidemment des sanctions, mais je crois que le laxisme de la justice n'existe pas. Il faut en convaincre celles et ceux qui le pensent. Je suis très conscient que le citoyen, justement, peut penser que les sanctions sont insuffisantes. Bon, il faut aussi de la pédagogie vis-à-vis du citoyen, mais nous sommes dans un état de droit, il y a des règles qui existent, on doit les respecter, il y a des procédures qui doivent être respectées, mais il ne faut pas que ça entrave, bien évidemment, la possibilité de sanctionner des comportements qui doivent l'être. Le ministre de la Justice, Didier Migaud, réponse à son collègue de l'Intérieur, qui dénonce également un droit à l'inexécution des peines, charge lourde, erreur, rajoute le garde des Sceaux. Le taux d'exécution n'a jamais été aussi élevé. Arthur Delaborde, qui dit vrai, qui dit faux ? En réalité, Bruno Retailleau et Didier Migaud ont tous les deux raison. Selon la chancellerie, le taux de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme a atteint 95% en 2023. Un chiffre effectivement au plus haut, comme le déclare le garde des Sceaux, mais qui fait abstraction d'une partie de la réalité. Pierre-Marie Sèvres de l'Institut pour la justice. C'est la loi qui organise l'inexécution des peines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sont réputées être exécutées du fait de la loi tout un tas de peines de personnes qui en fait ne vont pas en prison. Je vous donne un seul exemple, 41% des personnes qui sont condamnées à de la prison ferme en France ne mettent même pas un pied en prison. Or, on considère qu'elles ont eu leur peine exécutée. En cause, dans la majorité des cas, les aménagements, souvent prononcés d'emblée pour les peines courtes. 5% des peines ne sont, elles, jamais exécutées et tombent dans l'oubli. Chaque année, plusieurs milliers de personnes condamnées restent donc impunies. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. De la friture sur la ligne également entre la place Beauvau et la place Vendôme, entre Matignon et Bercy, ça a grondé encore plus fort. Un recadrage musclé de Michel Barnier en cause les propos du ministre de l'économie. Sa porte est ouverte à tout le monde, sauf aux élus du Rassemblement national, en dehors de l'arc républicain selon lui. Ça n'a pas été du tout du goût du Rassemblement national de Marine Le Pen, mais ça a aussi beaucoup déplu au Premier ministre. Antoine Armand a dû rétro-pédaler en catastrophe, Alexandre Chauveau.
Un témoin de la scène parle d'une grosse soufflante, encore une comme ça, et c'est dehors, s'agace le Premier ministre auprès du principal concerné. Un recadrage en règle de Michel Barnier qui avait demandé la veille à ses ministres du respect à l'égard de toutes les formations politiques. Conséquence, Antoine Armand fait marche arrière par un communiqué limpide publié par Bercy. Dans la ligne politique fixée par le Premier ministre, est-il écrit « Antoine Armand recevra toutes les forces politiques représentées au Parlement ». Plus tôt dans la matinée, Marine Le Pen avait demandé une clarification et a donc obtenu gain de cause. Michel Barnier l'appelle en personne et lui confirme qu'il prône le dialogue avec tous les groupes de l'Assemblée. L'échange est bref, mais a le mérite de clarifier la situation. La séquence illustre en tout cas le poids pris par Marine Le Pen au Palais Bourbon, elle qui peut faire tomber à tout moment le gouvernement en votant une motion de censure avec la gauche. Pour Michel Barnier, c'est enfin un moyen d'asseoir son autorité à la tête d'un gouvernement hétéroclite qu'il ne maîtrise pas encore totalement. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h07. Au Liban, de nouveaux bombardements israéliens cette nuit alors que les Nations Unies tentent d'éviter l'embrasement régional. Les frappes de Tsahal concentrées sur le sud Liban, réponse aux 300 tirs de roquettes du Hezbollah sur Israël pour la seule journée d'hier. Les sirènes d'alerte qui ont encore retenti cette nuit au-dessus de Tel Aviv, projectiles interceptés par la défense antiaérienne. L'État hébreu qui ne laisse rien au hasard dans sa lutte contre le Hezbollah. Les capacités de nuisance de l'organisation terroriste restent en effet redoutables. Nicolas Tonef. La vraie épée de Damoclès, c'est les missiles. Des milliers de missiles et des dizaines de milliers de roquettes en stock. Mais selon Raphaël Jérusalemi, ancien colonel des renseignements militaires israéliens, le Hezbollah est aussi capable d'attaques terrestres. Il y a une seconde menace qui sont les infiltrations à l'intérieur du territoire israélien de militants terroristes armés. La troisième menace relève de la tactique affaiblie. Le Hezbollah s'en prend directement aux villes et aux installations industrielles à portée de tir. Haïfa possède des industries chimiques qui sont très dangereuses si elles étaient frappées. Menace aussi sur les puits de gaz naturel en mer Méditerranée. Si on n'avait pas de zone de fer, on compterait les victimes par milliers. Et si jamais un de leurs missiles du Hezbollah franchit les mailles du filet israélien et qu'il y a plein de morts, je vous laisse deviner la suite du scénario et la réaction des Israéliens. Mais pour Raphaël Jérusalemi, le Hezbollah est trop impliqué dans la vie politique libanaise pour être détruit. Il peut être affaibli, au mieux. Nicolas Tonef, le Hezbollah qui confirme la mort de Mohamed Kobeissi, ce commandant de l'artillerie et des systèmes missiles, a été tué hier dans les bombardements sur le sud Liban. Aux Nations Unies, le président américain Joe Biden met en garde contre une guerre généralisée. Emmanuel Macron, de son côté, demande à l'Iran de soutenir une désescalade au Proche-Orient. En retour en France, en Martinique, le calme est revenu. Avec couvre-feu malgré tout prolongé jusque demain matin, couvre-feu décrété également sur une partie de la Guadeloupe. Les autorités veulent prévenir tout risque de dérapage alors que les manifestations contre la vie chère ont engendré les premiers débordements. Enfin, un mot de sport et de football avec la première journée de la Ligue Europa. Nouvelle formule, Nice Real Sociedad, c'est ce soir à 21h. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito éco. Anissa, vous voulez savoir combien vous coûte à vous, votre ménage, nos services publics chaque année? Oh, 15 000 euros 51 000, l'hôpital, les transports, etc. C'est énorme et c'est de plus en plus cher et pourtant on a l'impression que ça fonctionne de moins en moins bien.